à toutes et tous. On est heureux que vous soyez connectés nombreux pour ce webinaire consacré aux problématiques de l'eau pour le parc nucléaire en France. Donc, ce webinaire sera présenté par Pascal Guyot, qui est chargé de mission eau à la direction production nucléaire d'EDF. Donc, je crois que Pascal nous le dira, mais c'est un poste qui a été créé récemment, principalement suite à la canicule et à la sécheresse de l'été 2022. Bon, il est évident que le lien entre l'eau et l'énergie, et en particulier l'électricité, est très fort. D'abord, c'est évident pour l'hydroélectricité, mais nos centrales nucléaires, comme les centrales thermiques dans d'autres pays, fonctionnent sur la base d'un cycle de Carnot, pour lequel il faut une source froide. Et donc, l'eau est essentielle pour assurer cette fonction de source froide. Et Pascal nous sensibilisera d'abord aux enjeux quantitatifs de cette ressource en eau qui est utilisée pour les centrales nucléaires. Et puis, focalisera également sur les enjeux liés aux modifications induites par le changement climatique et à tout le plan d'action qui a été mis en place par EDF pour optimiser sa consommation d'eau sur ces centrales nucléaires. Donc, sans plus attendre, Pascal, je te passe la parole. Merci Jean-Paul. Bonjour à toutes et tous. J'ai oublié de dire une chose, excuse-moi Pascal. J'ai oublié de dire que j'animerai la partie discussion qui suivra l'exposé de Pascal. Et donc, pour faciliter les échanges, je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat Zoom, ce qui nous permettra d'aller plus vite pour la partie débat. Voilà. Merci. Bien. Je pense avoir partagé la présentation. Elle est visible à l'écran? Par contre, vous pouvez la mettre en panoramique. Alors, Elle est en PDF, tu peux la mettre en affichage plein écran éventuellement. alors attendez, je cherche, pardon, je cherche. C'est dans l'affichage. Ah, pardon, voilà. Hop, 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 hop. Oui, parce que là, on la voit pas très bien, c'est ça, vous dites. Ça va. Je cherche. Pardon, ça va? Parce que je cherche. Je pense que c'est le gros bouton partager, non? J'ai fait Ah, vous êtes en train de partager. Oui, d'accord. Alors attendez. On me laisse comme ça, c'est bien. Je suis désolé, là tout de suite, je vois pas le. Ok. Très bien. Bon, écoutez, je commence ma présentation en mars 2023. Donc, ça devait être le 30 mars à Savines-le-Lac. Donc, le président de la République avait fait une déclaration suite à la canicule sécheresse de 2022. Et après un certain nombre de généralités sur l'évolution de la ressource en eau en lien avec le changement climatique, il avait fait un certain nombre de déclarations sur l'ensemble des secteurs économiques et a commencé par le premier secteur qu'il avait cité, celui de la production d'électricité. Et donc, il avait rappelé à cette occasion que ce secteur-là représente 51% des prélèvements en France métropolitaine et 12% de la consommation quand on prend le nucléaire et l'hydroélectricité. Mais comme l'hydroélectricité ne prélève ni ne consomme, ces chiffres en fait représentent pour l'essentiel les prélèvements et consommations du nucléaire et du thermique à flamme. Et donc essentiellement du nucléaire, puisqu'il y a de moins en moins de thermique à flamme. Et il avait dit, on doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste plan d'investissement, faire des économies d'eau. Et puis il avait rajouté également permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé, grande difficulté, il n'avait pas tort. Et il avait terminé par, on va lancer ce plan d'investissement pour passer nos centrales justement en circuit fermé.
Alors, 2022, c'était une année charnière. Alors, je dis souvent une année charnière après bien d'autres. Il y avait eu 76, 2003, 2006, 2018, j'en oublie certainement, mais voilà un certain nombre d'années au cours desquelles il y avait eu soit canicule, soit sécheresse, soit les deux. Donc 2022 a conduit au plan haut du gouvernement, que vous connaissez peut-être tous, qui est disponible sur Internet, 53 mesures articulées autour de 5 axes. Et pour les industriels, pour sa déclinaison, il avait été convenu que ce serait la Direction générale des entreprises, la DGE, qui demanderait à chaque filière, donc à chaque comité stratégique de filière, donc il y a un comité stratégique pour la filière agroalimentaire, pour BTP, etc., etc. Et puis il y a une filière nucléaire. Eh bien, il avait été demandé à chacune d'entre elles, et notamment à la filière nucléaire, d'élaborer un plan de sobriété hydrique. Et donc, EDF a contribué à ce plan de sobriété hydrique de la filière nucléaire qui comprend EDF, certes, mais aussi le CEA, Orano, et l'ensemble des entreprises qui travaillent principalement dans le nucléaire, notamment toutes les entreprises qui font des activités de conception ou de maintenance. EDF a donc élaboré de son côté, par ailleurs, un plan eau pour le parc nucléaire en exploitation. Alors, avant de parler du plan eau, quelques données dimensionnantes sur l'eau et le nucléaire. Alors, je crois qu'on devrait pouvoir partir de 500 milliards de mètres cubes par an. C'est toute l'eau qui tombe sur la France métropolitaine. En gros, il y en a 2 tiers qui sont pratiquement évapotranspirés de façon quasi instantanée. Il en reste 210 milliards de mètres cubes qui arrivent donc sur le territoire métropolitain. Et sur ces 210 milliards de mètres cubes environ par an, il y a, là aussi, c'est environ 32 milliards de mètres cubes par an qui représentent le total des prélèvements pour l'ensemble des usages de la population française en France métropolitaine. Et sur ces 32 milliards, il y a environ 14 milliards de mètres cubes par an qui correspondent au prélèvement du nucléaire. Je dirais aujourd'hui plutôt 13,5 milliards de mètres cubes par an. Alors attention, ces chiffres évoluent dans le temps. Je rappellerai qu'on a fermé Fessenheim en 2020. Fessenheim, c'est une centrale en circuit ouvert. Cette centrale, elle prélevait environ 2 milliards de mètres cubes par an. Donc on était plus près de 16, ce qui apparaît à droite, c'est plutôt 16 milliards de mètres cubes quand on prend les années 2010-2019. Mais depuis 2020, on enlève à peu près 2 milliards de mètres cubes. Et puis, si on prend les centrales thermiques classiques, la centrale de Porcheville sur la Seine à l'ouest de Paris a été arrêtée en 2015, mais auparavant, c'est une centrale thermique en circuit ouvert et qui devait prélever plus d'1 milliard de mètres cubes par an. Donc, si on se place avant 2015, on peut rajouter 3 milliards de mètres cubes par an de prélèvement. Environ 500 millions de mètres cubes qui sont cette fois consommés. Alors quand on dit, pardon, je reviens sur les prélevés, quand on parle du prélèvement, mais l'essentiel de ces prélèvements sont restitués dans le milieu, juste après utilisation au niveau de la centrale nucléaire. À l'exception de 500 millions de mètres cubes par an environ, je dirais plutôt 450 millions de mètres cubes par an aujourd'hui, qui correspond à la consommation nette des CNPE, et c'est à 98%, peut-être plus même, l'eau évaporée par les tours aéro-réfrigérantes. Et puis, on a aussi environ 10 millions de mètres cubes par an, c'est le total de la consommation des eaux industrielles de nos centrales nucléaires, c'est-à-dire c'est-à-dire l'eau au-delà de l'eau de refroidissement, l'eau qui circule dans la partie primaire du réacteur pour refroidir le cœur. Et puis, c'est aussi l'eau qui circule dans la partie secondaire pour être transformée en vapeur et faire tourner la turbine. Donc, à peu près 10 millions de mètres cubes pour ces deux usages. Et puis, l'ensemble des centrales nucléaires en France accueillent à peu près 25 000 personnes tous les jours de l'année. Et évidemment, il y a des usages d'eau potable et c'est à peu près 0,85 millions de mètres cubes par an pour l'ensemble des CNP. Alors, si on rentre un peu plus dans les besoins en eau des centrales nucléaires, je sépare ici. Alors, je ne parle que des centrales nucléaires en bord de rivière. Et donc, j'exclus les centrales en bord de mer.
et la centrale de Blayais qui est en estuaire, donc avec de l'eau saumâtre. Toutes les centrales en bord de mer, elles sont refroidies à l'eau de mer ou avec de l'eau saumâtre à Blayais, et donc elles ne rentrent pas dans ces chiffres. Néanmoins, les centrales en bord de mer, elles ont quand même besoin d'eau industrielle, puisque pour refroidir le cœur du réacteur, on ne met pas de l'eau de mer, on met de l'eau déminéralisée. D'accord? Et puis de la même façon, pour produire la vapeur qui entraîne le groupe turbo-alternateur, c'est aussi de l'eau déminéralisée. Et donc, il y a quand même un sujet eau pour les centrales bord de mer ou bord d'estuaire, puisque ces centrales en général ne sont pas situées au droit d'un fleuve ou d'une masse d'eau très importante. Et donc, il faut aller chercher soit dans les fleuves côtiers, soit un peu plus loin dans les terres, cette eau douce pour fabriquer l'eau industrielle. Alors, si on revient sur les réacteurs en circuit ouvert, il y en a 8. Ils sont tous sur le Rhône, Bugey 2-3, Saint-Alban, Tricastin. Ces 8 réacteurs prélèvent l'essentiel de l'eau prélevée par le nucléaire en France. C'est 10,8 milliards de mètres cubes par an. La restitution de l'eau, alors cette eau, elle sert à refroidir l'installation. Et une fois qu'elle est passée dans le condenseur, elle est restituée immédiatement dans le milieu. Je n'ai pas le comptage précis, mais on peut penser que l'eau, elle va passer 2-3 minutes dans l'installation, pas plus de 3 minutes, entre le moment où elle rentre dans la centrale et le moment où elle ressort. Et 3 minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Cette eau, elle ressort à 100% avec une élévation de température puisqu'elle est là pour refroidir. L'élévation de température sur ces circuits ouverts, elle varie environ de 1 à 6 degrés, même parfois inférieur à 1 degré. Alors évidemment, tout ça, ça dépend de quoi? Essentiellement, ça dépend du débit du Rhône. Quand le Rhône est à 3000 m3 par seconde, on est autour de 0,5 degrés d'échauffement. 3000 m3 par seconde, c'est des choses qui arrivent ça a dû arriver encore au mois de novembre dernier. Quand on est dans la partie basse du Rhône, donc entre Saint-Alban, Cruas et Tricastin. Mais donc Saint-Alban et Tricastin. Et puis évidemment, l'été, si on passe de 3000 à 300, on peut avoir 300 mètres cubes par seconde à Saint-Alban, on va échauffer 10 fois plus, puisqu'on a 10 fois moins de débit. Et donc, on va tangenter 4 degrés à peu près pour Saint-Alban, et on peut aller jusqu'à 6 degrés pour Tricastin, où il y a 4 réacteurs. Concernant les centrales en circuit fermé, il y en a 30, et ces 30 réacteurs-là ont donc une tour aéro-réfrigérante, ce qui fait que l'essentiel du refroidissement est opéré par l'air qui va circuler dans la tour aéro-réfrigérante. Et donc, puisque c'est l'air qui refroidit pour l'essentiel, on va avoir besoin de moins d'eau à prélever. Et donc, ces 30 réacteurs ne vont prélever, entre guillemets, puisque c'est quand même beaucoup, que 2,5 milliards de mètres cubes par an en moyenne. Et en revanche, ils vont consommer de l'eau. À peu près 20% de l'eau prélevée va être consommée, et ce qui fait à peu près 440 millions de mètres cubes par an de consommation d'eau. Les échauffements sont beaucoup plus faibles dans le fleuve. Ça va de quelques dixièmes à, au maximum, 2 degrés. Une petite information pour tous, finalement, ça fait combien d'eau par kilowattheure? Alors pourquoi le kilowattheure? Quand on prend son radiateur électrique, qu'on le branche sur la prise et qu'on le fait fonctionner 1 heure, si c'est un radiateur standard qui fait 1 kW, au bout d'1 heure, si c'est de l'électricité provenant d'un circuit ouvert, on aura prélevé 170 litres d'eau et restitué 170 litres d'eau un peu plus chaude dans le fleuve. Pour ce même kilowattheure consommé donc chez soi, sur notre radiateur électrique, si cette électricité provient d'un réacteur en circuit fermé, on ne va prélever que 10 litres d'eau. Par contre, 2 litres seront évaporés pour chaque kilowattheure utilisé. Voilà à peu près pour les ordres de grandeur. Alors, je passe ensuite, juste pour que vous compreniez un point. Finalement, la centrale nucléaire, elle a besoin d'un refroidissement pour éliminer à peu près les 2/3 de la chaleur produite par le cœur du réacteur. Il y a 1/3 qui va se retrouver dans les lignes électriques sous forme d'électricité, et puis 2/3 sous forme de ce qu'on appelle de la chaleur fatale.
Les circuits fermés, ils vont donc consommer de l'eau, ils vont évaporer de l'eau, et ils vont tous évaporer la même quantité d'eau pour la même puissance de réacteur. Ici, j'ai mis par exemple Chinon, 4 tranches, 900 mégawatts. La quantité d'eau consommée par an, c'est à peu près 50 millions de mètres cubes pour 4 réacteurs. Ça veut dire qu'un réacteur, il consomme à peu près 12 millions, 12,5 millions, 13 millions par an de mètres cubes d'eau. Si vous prenez Dampierre, c'est aussi du 900 mégawatts. Vous voyez que, en gros, il consomme la même quantité d'eau. Et si vous prenez Saint-Laurent, qui est un 900 mégawatts, mais seulement avec 2 tranches, ben, il consomme moitié moins d'eau, mais chaque réacteur consomme à peu près 12 à 13 millions de mètres cubes d'eau par an. Ça, c'est la consommation. Par contre, le prélèvement, lui, il peut être assez variable entre les CNPE. Parce que au niveau des aéroréfrigérants, il y a des phénomènes, en particulier un risque de phénomène d'entartrage. Ça dépend de la qualité de l'eau. Il y a des eaux qui sont très entartrantes et des eaux qui le sont beaucoup moins. Si on prend donc la centrale de Civaux sur la Vienne est un fleuve très peu entartrant et c'est la raison pour laquelle Civaux prélève très peu d'eau par rapport à ce qu'il consomme. Si on prend un fleuve qui est beaucoup plus entartrant, alors c'est pas ici le cas, mais enfin c'est le cas un peu plus sur la Loire, mais c'est vraiment le cas par exemple à Nogent-sur-Seine, sur la Seine, eh bien à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on prélève beaucoup plus d'eau pour éviter de concentrer toutes les matières qui risquent de générer l'entartrage, les matières en suspension dans l'eau, soit on va procéder à un traitement chimique. Donc, il faut retenir que la consommation, elle est vraiment proportionnelle à la puissance du réacteur, et des réacteurs de même puissance consomment pratiquement la même quantité d'eau. En revanche, le prélèvement peut être assez variable d'un CNPE à un autre. Un point très important également, c'est l'importance des retenues de soutien d'étiage pour assurer un soutien pendant les périodes de basse eau. Alors ici, j'ai rappelé que la centrale de Cattenom, elle dispose d'un réservoir EDF, Vieux-Pré, dans les Vosges, sur un affluent de la Moselle, qui a été construit d'ailleurs ce réservoir en même temps que la centrale de Cattenom. L'objectif de ce réservoir, c'est de lâcher de l'eau dans la Moselle quand le débit de la Moselle est bas, et l'eau qui est lâchée de ce réservoir de Vieux-Pré vient simplement compenser l'eau évaporée par les tours aéro-réfrigérantes de Cattenom. Donc si vous avez un réacteur en été à Cattenom qui consomme 0,85 m3 par seconde, vous allez lâcher à Vieux-Pré 0,85 m3 par seconde. Si les 4 réacteurs en été sont en marche, à ce moment-là, vous serez autour de 3,5 m3 par seconde, eh bien on va lâcher sur le réservoir de Vieux-Pré, on va lâcher dans l'affluent de la Moselle 3,5 m3 par seconde. Pourquoi cela? Pour que quand on est en période de basse eau, eh bien, la France ne consomme pas trop d'eau pour en laisser aux Luxembourgeois et aux Allemands qui sont en aval. Et donc, on vient effacer en quelque sorte la consommation du CNPE de Cattenom en lâchant cette eau. Alors bien sûr, cette eau, on l'a d'abord prélevée dans l'affluent de la Moselle pour constituer un certain volume d'eau pendant l'hiver, et puis on va relâcher ensuite, pendant la période d'étiage, cette eau, ou disons l'eau de ce réservoir qu'on aura rempli pendant l'hiver. On retrouve là des choses un peu similaires sur Nogent, où on bénéficie des réservoirs de Seine-Grand-Lac. Sur les sites de Belleville, Dampierre, Saint-Laurent, Chinon, sur la Loire, on bénéficie des réservoirs de Naussac et Villerest qui assurent la gestion de soutien d'étiage. C'est dans le cas de Nogent et la Loire, ça n'est pas opéré par EDF. Pour Civaux, on retrouve aussi un barrage de Vassivière, et également un plus petit à la Vosgelade, et tout un ensemble de petits barrages sur la Vienne qui sont opérés par EDF et qui assurent le soutien d'étiage. Et puis sur Golfech, il y a également un réservoir ex-Lunax qui s'appelle aujourd'hui la Gimone, en amont de Golfech, qui assure également la compensation dans la Garonne, c'est-à-dire que tout l'été du 1er juillet au 30 septembre de mémoire, eh bien, on compense toute l'évaporation de Golfech en
en vidant en quelque sorte le réservoir de la Gimone à hauteur de une tranche ou deux tranches, selon qu'il y a une ou deux tranches qui fonctionnent à Golfech. Voilà. Ici, vous avez l'évolution du remplissage du réservoir de Vieux-Pré avec la photo du réservoir de Vieux-Pré à droite, avec des années compliquées. On retrouve l'année 2003 où ce réservoir avait été très sollicité, et puis on retrouve aussi les années 2018 où il y avait eu une sécheresse importante qui avait conduit pendant longtemps à vider ce réservoir. Et comme il s'était mal rempli au cours de l'hiver 2018-2019 et qu'en 2019, il y avait encore eu un début d'année avec de la sécheresse, on avait à cette époque-là consommé pratiquement une très grande partie de l'eau de ce réservoir. Voilà, depuis, on est revenu à des niveaux plus standards. L'impact du changement climatique sur les besoins en eau des centrales, donc ce que l'on voit venir, ça c'est très évident, c'est l'augmentation des températures sur les cours d'eau et puis des étiages vraisemblablement plus longs et plus sévères. Alors, je ne parlerai pas de Explore 2, les choses sont tout à fait disponibles sur Internet. Voilà. Ensuite, concernant l'impact des centrales sur le milieu aquatique maintenant. Donc, côté EDF, on collecte des données depuis une quarantaine d'années pour faire de la surveillance environnementale en aval des CNPE et vérifier finalement que nos installations n'ont pas de façon évidente d'influence notable sur le milieu aquatique. Alors, vous trouverez sur les deux liens que j'ai fournis ici le bilan de l'impact de l'été 2022 sur la production nucléaire et en particulier l'impact de la production nucléaire sur l'environnement. Ce sont deux documents assez étoffés. Enfin, pardon, c'est un document assez étoffé qui doit faire à peu près 300 pages et qui fait l'état de la surveillance environnementale sur l'ensemble des sites thermosensibles, donc tous les sites du Rhône et sur le site de Golfech. Et puis, une deuxième étude qui présente le cumul des impacts environnementaux des centrales nucléaires situées le long des fleuves, Rhône et Loire. Pourquoi ces deux-là? Parce que sur le Rhône, il y a 14 réacteurs et sur la Loire, si on rajoute les deux de Civaux, il y a aussi 14 réacteurs. Et donc, la question qui nous est souvent posée, c'est, bon, un réacteur, ça va, mais 14, ça fait beaucoup. Quel est l'impact, finalement, de l'ensemble de ces 14 réacteurs sur le milieu? Eh bien, nos meilleures réponses sont au bout de ce lien qui est public. Et vous pourrez retrouver les informations à cet endroit-là. Alors ensuite, une question qui nous est également souvent posée, c'est l'effet des contraintes climatiques sur la production d'électricité. Et là, on voit que quand on est en période d'étiage, on peut être amené, ou en période de canicule, on peut être amené à baisser ou à arrêter certains réacteurs, essentiellement celui de Golfech et puis les réacteurs en circuit ouvert, cités précédemment, Bugey, Saint-Alban, Tricastin. Vous avez ici des années 2000 à 2023, 2024, il n'y a presque rien eu, les pertes de production. En gros, on perd 1% de la... pardon. Ici, en tiré pointillé, vous avez 1% de la production annuelle et en moyenne, on est autour de 0,25-0,3% de notre cible de production annuelle. Alors évidemment, on retrouve l'année 2003 avec une perte de production très importante et puis on va retrouver aussi 2018, 2019. 2022, il y a très peu de perte de production malgré la canicule sécheresse parce que c'était aussi l'année de la corrosion sous contrainte qui avait conduit à arrêter un certain nombre de réacteurs pour d'autres raisons. Comme ils étaient déjà à l'arrêt, eh bien, ce n'est pas la canicule ni la sécheresse qui avait conduit à les arrêter. Sinon, on aurait une barre plus importante en 2022. Alors ensuite, on se dit, qu'est-ce qui va se passer à peu près à l'horizon 2050? Eh bien, à l'horizon 2050, nos calculs, nos estimations nous amènent à penser que, pardon, on serait autour de 1,5% de perte de production par rapport à la production annuelle. Alors j'arrive maintenant rapidement sur le plan eau du parc en exploitation. Vous allez retrouver la même chose que dans tous les plans eau qu'on trouve dans le monde de l'industrie ou même ailleurs. La première chose, c'est de se dire, bon, c'est quoi notre objectif? Alors l'objectif quantitatif du plan eau du gouvernement, c'est moins 10% de prélèvement. Nous, ce qu'on se dit à EDF, c'est qu'on ne sait pas faire moins 10% de prélèvement. Parce que le refroidissement, le prélèvement, il est essentiellement pour le refroidissement et en tout cas avec les installations et les aéros actuels, on ne sait pas faire, on ne sait pas baisser ou très peu les prélèvements. Et donc, notre position, c'est de dire
nous allons travailler pour faire moins 10% sur l'eau dite industrielle. Parce que là, on n'est pas différent des autres industriels. Et sur l'eau dite industrielle, on doit pouvoir faire moins 10% à l'horizon 2030 ou un peu après. Donc, c'est ça notre objectif. L'ADPN s'est fixé pour objectif de réduire les prélèvements d'eau industriels. Alors, le plan d'action, il est similaire, donc je le disais à l'instant, à celui qu'on peut trouver à peu près chez tous les industriels. Le premier point, c'est mieux comptabiliser nos prélèvements et nos consos. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites depuis longtemps pour comptabiliser au mieux, mais on a quand même des progrès à faire, c'est jamais fini. Et donc, il y a tout un ensemble d'actions pour mieux pour mieux comptabiliser nos prélèvements et nos consommations. Ensuite, on a engagé des cartographies de flux d'eau pour certains types de CNPE pour voir un petit peu quelles seraient les pistes de réduction d'eau. Et puis ensuite, dans la partie réduction de prélèvements et de conso, il y a des choses classiques. Donc, on travaille à la réduction des pertes, puisque nos installations ne sont pas toujours au nominal. On travaille, et c'est très intéressant, à la réutilisation des eaux industrielles. On peut en reparler un petit peu après, si vous le voulez. Ça, on n'y travaille pas beaucoup encore, valoriser les eaux non conventionnelles. Donc, je passe. On a ensuite tout un ensemble autour de préserver la qualité d'eau ou diminuer l'impact thermique. Diminuer l'impact thermique des réacteurs en cercle ouvert, c'est la réponse à Emmanuel Macron qui souhaiterait qu'on passe les réacteurs du Rhône en circuit fermé. On a un travail autour de l'optimisation des rejets chimiques, un travail autour de la prévention des pollutions diffuses, c'est-à-dire s'assurer qu'en situation incidentelle, sur la partie conventionnelle de l'installation, puisqu'on a des produits chimiques, ou bien en cas d'incendie, puisqu'on a aussi de l'huile dans nos transformateurs, eh bien, on garantisse qu'en cas d'incendie d'intransfo, ce qui arrive quand même une fois tous les 3-4 ans, eh bien, on n'envoie pas d'huile dans le milieu. Ça paraît évident, mais il y a un ensemble d'actions qui sont encore engagées pour garantir que, quelle que soit la situation météorologique, et en particulier quand il pleut en même temps que l'incendie, l'ensemble des eaux d'incendie et les eaux de pluie ne vont pas se mélanger et déborder pour aller dans le milieu. On a également des actions autour du renforcement de la résilience du parc nucléaire. Et voilà, et puis également une partie de plan d'action pour réduire la consommation d'eau potable. La R&D d'EDF appuie le parc en exploitation pour des actions de recherche et développement, notamment récupérer une partie de l'eau dépannage de nos tours aéro-réfrigérantes, partager avec les scientifiques nos connaissances sur la thermie et l'hydrobiologie des fleuves français. Et puis, il y a tout un travail pour anticiper les impacts des évolutions climatiques et anthropiques sur la gestion de la ressource. Alors, je vais passer très vite sur tout ça. Peut-être je vais simplement parler un tout petit peu de cette fameuse étude de faisabilité pour voir si on pourrait construire de nouvelles tours aéro-réfrigérantes sur les circuits ouverts de la vallée du Rhône. Donc ici, c'est un extrait de la tribune de janvier, ça devait être janvier 2024. Voilà, donc ces études, elles sont en cours aujourd'hui sur les 3 sites. Et notre objectif, c'est de rendre les résultats des études en décembre 2026. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que si on met en place des tours aéro-réfrigérantes, il faudra peser les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est de moins réchauffer le Rhône, c'est évident, mais ça présente quelques inconvénients. Une tour aéro-réfrigérante, comme on le voit ici, avec le panache de vapeur, elle consomme de l'eau. Donc, si on met plusieurs tours aéro-réfrigérantes, on va augmenter la consommation d'eau. Et puis, on doit traiter l'eau pour 2 choses. On doit traiter l'eau de refroidissement pour éviter l'entartrage et on doit traiter l'eau de refroidissement pour éviter le développement microbien, amibes et légionnel.
Et ça se fait avec des produits chimiques qui se retrouvent dans le milieu. Voilà pour l'essentiel des inconvénients. Si on met des tours aéro-réfrigérantes, il faut penser aussi aux riverains, puisque les tours aéro-réfrigérantes, eh bien, elles font un peu de bruit et c'est également une nuisance supplémentaire. Voilà pour l'essentiel. Moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là et comment dirais-je, et de répondre à vos questions. J'ai quelques transparences supplémentaires si vous voulez un zoom sur un point ou un autre concernant le plan haut de la division de production nucléaire. Merci Pascal. Je pense que ce sera intéressant si les questions ne sont pas posées, si on a le temps que tu dises un mot quand même des derniers slides, mais on peut faire une pause là et puis attaquer la discussion. Donc j'ai retenu de ce que j'ai lu sur le chat deux points que je te soumets déjà. Le premier, c'est que l'augmentation des températures liées au changement climatique et le développement d'épisodes caniculaires induit un développement de la climatisation en été. Et donc la question, c'est de savoir si vous avez à la DPN commencé de quantifier cet effet, sachant que ça va renforcer le besoin en électricité en été, à une période où on a des forts étiages et où il y a déjà des pertes de production. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, également liée à l'augmentation de la température du milieu. Ces augmentations de température, on sait qu'elles vont avoir un impact sur les écosystèmes aquatiques. Et toute la question, quand j'étais encore à la R&D d'EDF, j'en discutais avec les équipes des écologues, hein, c'est comment est-ce qu'on sera capable de discriminer les effets liés à l'augmentation globale de la température et des effets spécifiques à l'activité d'EDF. Donc je te pose ces deux-là déjà et je vais voir si... D'accord. Alors, de mémoire, je ne suis pas tout à fait certain. Pour ce qui est de la climatisation, aujourd'hui, quand on est vraiment au cœur de l'été et que tous les systèmes de climatisation fonctionnent, enfin, on a une augmentation d'à peu près 800 mégawatts électriques, c'est-à-dire à peu près un réacteur nucléaire, plus un réacteur, par rapport à zéro climatisation. Si tous les gens qui en ont une l'arrêtaient, on aurait un réacteur de moins sur le réseau. En tout cas, on ne consommerait pas. Voilà, c'est de l'ordre de 800 mégawatts. C'est quelque chose qui est appelé à augmenter et à dépasser certainement les 1000-1200 mégawatts dans les années qui viennent parce que les Français sont en train de s'équiper quand même de plus en plus en climatisation. Voilà pour le premier point. Alors, c'est pas si la question c'est est-ce que ça va poser un problème en termes de offre-demande électrique, pas vraiment, dans la mesure où l'été, on a quand même en général une offre en termes de production d'électricité qui est relativement supérieure à la demande, pour plein de raisons. Le développement du solaire, par exemple, qui est quand même très significatif, eh bien, il est quand même assez. Enfin, on a l'électricité solaire dans la journée au moment où on a le plus besoin de la climatisation. Voilà. Et cela ne nous amène pas à changer notre programme pluriannuel de maintenance. Les études actuelles et pour le moyen terme montrent que là où on a vraiment besoin d'avoir les réacteurs disponibles, c'est en plein milieu de l'hiver, dans des périodes où on risque de ne pas avoir de vent et de soleil, et auquel cas, il reste essentiellement le nucléaire et l'hydraulique, ou le thermique classique, hein, les centrales combustion gaz, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est absolument essentiel d'avoir les moyens de production disponibles. Concernant les écosystèmes aquatiques et l'augmentation de la température, donc d'un côté, on a effectivement des températures qui augmentent, que ce soit à la fois un peu l'hiver et davantage l'été dans les milieux aquatiques. Nos installations ont des limites de fonctionnement qui font que en aval de nos centrales, de la majeure partie de nos centrales, on ne peut pas dépasser 28 degrés à l'aval.
Et donc, d'ores et déjà, et c'est les raisons des pertes, de l'essentiel des pertes de production déjà aujourd'hui, quand on atteint 28 degrés à l'aval, eh bien, on baisse la production ou on arrête le réacteur. Donc, le milieu ne voit pas comment dire, une augmentation de température générée par EDF à l'aval du réacteur si les températures sont déjà élevées. Ce qui peut se passer, c'est que les durées pendant lesquelles on est autour de 28 degrés, elles peuvent s'allonger. Parce que finalement, probablement que dans 10 ans, 20 ans, avec la même réglementation qu'aujourd'hui, eh bien, au lieu d'avoir 10 jours avec une température aval proche de 28 degrés, il y aura peut-être 20 jours. Et donc, le milieu, il ne verra pas une température plus élevée à cause de nos réacteurs, mais par contre, il verra une température voisine de 28 degrés plus longtemps. On travaille pour voir un petit peu, enfin, bien connaître ou évaluer les évolutions des espèces en lien avec le changement climatique. Voilà. Maintenant, ça, c'est loin d'être une science exacte. On est autant sur le constat, les retours d'expérience, que sur la capacité d'anticipation. Hmm. Bon, j'en profite pour faire un peu de pub pour la SHF. On organise en 2026 un colloque sur biodiversité et aménagement. Et je pense que cette problématique de l'augmentation des températures moyennes des cours d'eau, il va falloir qu'on la traite. Et si des chercheurs de la R&D peuvent nous faire des présentations sur les thématiques qu'on vient d'évoquer, on les regardera avec beaucoup d'intérêt. Merci donc Pascal pour ces premières réponses. Si les personnes qui ont posé les questions sont pas satisfaites, elles reposent des questions, elles utilisent le chat. Je ne veux pas ouvrir de débat, de débat vocal, donc je préfère que vous écriviez dans le chat. J'avais une autre question à te poser, Pascal. Quelqu'un fait remarquer que tu as parlé de produits de traitement des eaux industrielles. Est-ce que ces produits de traitement se retrouvent dans le milieu? Quel traitement est fait au niveau des stations d'épuration locales avant de les rejeter dans le milieu? Donc ça, c'est plutôt une question sur les eaux industrielles des centrales nucléaires, sur les eaux de refroidissement. Bah, écoutez, pour les stations d'épuration, alors je ne sais pas si on parle de la même chose. Donc, je disais qu'il y a à peu près 25 000 salariés sur l'ensemble des sites EDF chaque jour. Et évidemment, donc, il y a des eaux usées et des stations d'épuration sur l'ensemble des sites, sauf deux, qui vont renvoyer leurs eaux usées dans des stations d'épuration des collectivités locales. On est réglementé sur ces effluents comme les steppes des collectivités locales. Donc là, il n'y a pas de particularité. Si maintenant vous vouliez parler des effluents industriels, on a deux grands types d'effluents. On a les effluents qui sont liés au refroidissement, quand on a une tour de refroidissement, donc des traitements antitartres et biocides. Biocides, c'est de la monochloramine. Et puis les traitements antitartres, c'est des traitements à l'acide sulfurique ou chlorhydrique. Voilà, avec génération de sulfate, si c'est de l'acide sulfurique, par exemple, comme effluent. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que pour l'ensemble des CNPE, bien comme pour l'ensemble des installations industrielles, nous devons fournir une étude d'impact environnemental pour justifier l'acceptabilité de ces rejets dans l'environnement, de ces rejets chimiques. Ok, merci. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à écrire hein, si vous voulez réagir par rapport aux réponses apportées par Pascal. Peut-être que tu peux revenir. Je préférerais que tu écrives, Régis, si ça tombe. Mais allez, j'écris. Bon, merci. Peut-être tu peux revenir au slide où tu mettais le détail des prélèvements et le détail des consommations d'eau pour le refroidissement et pour les eaux industrielles des centrales, parce qu'il y a une question là-dessus. Hein.
Pouvez-vous rappeler ce que représentent les eaux industrielles en part des volumes totaux prélevés et consommés par les centrales? Je pense que tu as un slide qui y répond et que tu l'as présenté tout à l'heure, mais peut-être tu peux le remettre. Non, là, pas. Par contre, si vous faites un petit effort un peu plus tard, je peux bien. Alors, j'ai peur de... Ah oui, j'ai quitté le partage, pardon, Alors, je suis... Aïe, aïe, aïe. Pardon, pardon. Oui, allô? Oui, oui, on est toujours là. Ok. Remets le Écoutez, partage. moi, je vais pas reprendre le partage parce que là, je n'y arrive pas. Euh, la question portait sur... Alors, je te remets la question. Blablabla. Qu'est-ce que représente la partie eau industrielle, consommation d'eau pour les applications industrielles, si je comprends bien, des centrales par Oui, rapport aux volumes qui sont prélevés et consommés pour le refroidissement? Donc, oui, d'accord. tu l'as donné tout à l'heure, Euh, en milliards de mètres c'est- cubes. oui, oui, c'est une part extrêmement faible puisque les eaux industrielles, c'est environ 10 millions de mètres cubes par an pour l'ensemble du parc. C'est à peu près 500 000 mètres cubes par an par CNPE. 500 000 mètres cubes par an par CNPE. Et des circuits fermés, on prélève 2,5 milliards de mètres cubes. Voilà. Donc, je Donc, pense que ça répond à. il faut comparer ces 500, voilà, 500 000 mètres cubes par an par CNPE pour 2,5 milliards de mètres cubes pour 30 réacteurs. En gros, c'est un millième, c'est entre un millième et un centième la part eau industrielle. C'est inférieur à 1% et peut-être de l'ordre entre 0,2 millième, quelque chose comme ça. Donc, l'essentiel des prélèvements, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête pour sur les centrales nucléaires, l'essentiel des prélèvements et pour le refroidissement des centrales. C'est vraiment ça Ah qui oui, c'est vraiment la part prépondérante. C'est plus de 99% du total. Une autre question sur les aéroréfrigérants. Sait-on où l'eau évaporée retombe sous forme de pluie? Est-ce que Non? c'est la remontée de pluie dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres? Est-ce qu'il va plus pleuvoir? Est-ce que mon jardin sera mieux arrosé si je suis près d'une centrale nucléaire? Ben ça dépend de la météo. Alors, ça dépend des conditions météorologiques locales. Vous avez peut-être vu aux informations qu'en 2023, à peu près pendant l'hiver 2023, il est tombé de la neige juste à côté de la centrale de Cattenom. Et il y avait de la neige que à Cattenom. Donc en fait, Cattenom, c'était un gros canon à neige, hein, si je peux me permettre l'expression, puisqu'il est tombé à peu près 10 centimètres uniquement sous le vent sur les 10 kilomètres qui étaient sous le vent à Cattenom. Et donc là, oui, là, on a fait la démonstration que l'eau évaporée, elle s'est recondensée immédiatement et elle est tombée sous forme de neige. C'est vraiment un cas particulier, ça avait fait l'objet des infos sur TF1, Antenne 2. Mais sinon, on ne sait pas où elle retombe. Parfois, elle peut retomber très localement et bien souvent, elle va retomber à plusieurs centaines de kilomètres, Mm. voire quitter la France. Enfin, je veux dire, voilà, elle peut partir très très loin. Tout dépend des conditions météo. Ok, merci. Après, il y a un sujet sur les cyanobactéries. Alors effectivement, on sait qu'elles se développent quand il y a des températures élevées. Euh, est-ce qu'il y a un suivi particulier qui est fait par la DPN? En particulier, je sais qu'il y a des traitements biocides sur les condenseurs. Est-ce qu'il y a un suivi particulier qui est fait, et en particulier dans la perspective Alors, d'une hausse des températures moyennes? nous n'avons pas particulièrement de développement de cyanobactéries dans nos installations, on n'en trouve pas, en tout cas pas plus que dans le milieu. Ce que l'on trouve dans nos installations, et ce dont on se prémunit, c'est des amibes et des légionelles. Alors, des cyanobactéries, on peut en trouver dans le milieu naturel. Euh, voilà. Il y a un endroit, il y a un site où on a le sujet des cyanobactéries, c'est dans le lac du Mirgenbach qui est associé au CNPE de Cattenom. Puisqu'à côté du CNPE de Cattenom, il y a un lac directement associé au CNPE qui sert
au refroidissement du CNPE dans certaines conditions, lorsque la Moselle a une température élevée. Au lieu de refroidir en s'appuyant sur la Moselle, on refroidit via ce lac qui fait partie du CNPE. Et il arrive effectivement qu'il y ait des développements de cyanobactéries dans des situations de température élevée. Et donc ça, c'est regardé, oui. Ok. Mais effectivement, comme on y fait remarquer, on fait remarquer dans le chat, la question des cyanobactéries est bien dans les rivières ou les retenues, hein, pas dans la centrale elle-même, évidemment. Il y avait une question autour des mesures sur la qualité des eaux et le plan d'action que tu as présenté tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un plan d'action plus précis pour atteindre des objectifs? Est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'il y a un calendrier? Alors on a, Toutes les mesures que tu as présentées dans le plan eau de tout à l'heure, oui, comment il est orchestré, comment il est séquencé, si tu veux, et comment il est oui, oui, suivi? oui. Alors on a en fait, ce plan eau était jusqu'à présent porté par le projet, à l'intérieur du projet ADAPT, qui est un projet adaptation au changement climatique pour la division production nucléaire et thermique. Et nous sommes en train d'élaborer un projet ressources en eau qui verra le jour tout début 2026. Mais d'ores et déjà, chacune des lignes du plan eau fait l'objet d'un plan d'action précis, d'un reporting, de budget, d'investissement. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, il y a plusieurs remarques ou questions qui portent sur le Rhône, et là qui sont plus prospectives, hein. On sait qu'à la fin du siècle, les glaciers des Alpes auront fortement reculé, et forcément, ça jouera sur le débit du Rhône. Donc, qu'est-ce qui est anticipé là-dessus? Alors, je sais bien que c'est pas forcément l'horizon auquel tu regardes, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et comment est-ce que EDF discute avec les Suisses pour adapter finalement le débit du Rhône à la gestion de nos ouvrages? Pas des Oui, EDF. oui. Peut-être la première chose dont il faut se rappeler, c'est que les réacteurs actuellement en exploitation, alors je vais dire Bugey, Tricastin, et puis un peu après Cruas, ont été mis en service en 1980 et les années qui ont suivi. Donc, ces réacteurs auront ou auraient 80 ans en 2060. 80 ans. Aujourd'hui, l'objectif d'EDF, c'est de travailler à la prolongation de la durée de fonctionnement au-delà de 60 ans. Au-delà de 60 ans, c'est au-delà de 2040. Et si on va, ce qui n'est pas certain, jusqu'à 80 ans, ça fera 2060. Et donc, la question, elle se pose pour les réacteurs actuels sur cette période 2040-2060. Sur cette période 2040-2060, les études EDF prospectives pour évaluer l'hydrologie du Rhône et les modifications de l'hydrologie, la saisonnalité, la diminution des eaux provenant des glaciers, nous amènent à considérer que on ne sera pas encore dans une situation très différente d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les règles de gestion en sortie Léman au niveau du Segé, du barrage du Segé à Genève, pourraient être encore applicables. Voilà. Ensuite, si la question, elle porte sur 2100, quand peut-être les centrales actuelles ne seront plus en exploitation, mais qu'il y aura normalement, probablement des EPR2 à budget, eh bien, oui, à ce moment-là, il y aura pratiquement plus, très peu de fonte glaciaire, hein, il y en aura beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc beaucoup moins de débit lié à la fonte des eaux glaciaires, et du coup, à la fois en termes de température et de débit, on aura à l'entrée en France des changements plus significatifs, voilà, qu'il conviendra de travailler, oui. Mais ça, c'est assez loin. Moi, pour le parc en exploitation, jusqu'à 2060, voilà à peu près ce que je peux dire.
Un représentant de la CNR nous indique qu'un accord franco-suisse a été signé le 4 septembre 2025 qui donne un premier droit de regard de la France sur la gestion du lac Léman, en particulier en période d'étiage. Donc, c'est Tout à déjà fait, tout un, à fait. un premier élément. Une question sur l'intelligence artificielle et les besoins en électricité en période estivale pour l'IA. Au passage, on peut mentionner que la SHF organisera un grand congrès eau et intelligence artificielle en mars 2026. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à proposer les papiers d'ailleurs, parce qu'on a jusqu'au 15 octobre pour le faire. Donc, l'IA, oui, qu'est-ce que tu peux, comment c'est intégré dans les prévisions d'évolution des besoins en électricité, en particulier en période estivale, est-ce que ça va jouer? Ce que je peux répondre, c'est que dans dans le plan 2035 EDF, dans lequel on, on considère qu'il va y avoir une augmentation des usages de l'électricité. Parce que si on veut décarboner la France, finalement, il va falloir remplacer certains usages actuels qui utilisent les énergies fossiles par l'électricité. Donc, il y a une tendance à la hausse des usages d'électricité. L'IA est un de ces usages qui devrait augmenter, enfin qui va très certainement augmenter. En tout cas, c'est les perspectives, hein, c'est ce qu'on lit tous dans les journaux ou Internet. Il va y avoir une augmentation des consommations électriques liées à l'IA. Mais il pourrait y avoir des augmentations d'électricité liées soit à l'électrification des usages industriels, soit si on y arrive à la réindustrialisation de la France, c'est aussi un objectif. Et l'idée, c'est si on réindustrialise, d'utiliser plutôt des énergies renouvelables ou nucléaires, en tout cas de l'électricité plutôt que des énergies fossiles. Donc tout ça, ça conduit à avoir une estimation de consommation électrique plus importante à l'horizon 2035 ou 2040 que la situation actuelle. Alors ça, c'est des prospections, puisque ces dernières années, on pensait qu'en 2025, il y a 5 ans, on pensait qu'en 2025, la voiture automobile électrique, elle aurait vraiment décollé, que certains usages auraient vraiment basculé dans l'électrique, et on voit que ça n'est pas le cas. Donc, soit c'est juste un retard, c'est probable, voilà. Mais on s'attend effectivement à une augmentation de la consommation électrique. Et pour terminer, l'augmentation du photovoltaïque, de l'éolien, la mise en place des EPR2 qui vont pouvoir arriver vers 2040, normalement, sont là pour répondre à l'augmentation de ces usages. C'est clair que, là, je reprends ma casquette d'ancien directeur scientifique d'EDF. Hein. Si on regarde le fonctionnement du système électrique, la croissance du solaire photovoltaïque et de l'éolien pose deux problèmes différents. La variabilité du solaire photovoltaïque, elle est saisonnière. C'est une production qui va être très saisonnalisée et donc qui va être principalement en été. Et donc, finalement, une croissance des besoins d'électricité pour la climatisation pourront être traités par cette croissance du solaire. D'autant plus qu'on sait très mal, aujourd'hui on ne sait même pas du tout, faire du stockage intersaisonnier à des prix intéressants. Donc il faut aussi regarder ces besoins prospectifs avec ça en arrière-plan. Les nouvelles centrales nucléaires, c'est clair que elles seront plutôt installées en bord de mer. Hein, donc, je pense que la question est oui. Et en particulier sur les 6 EPR qui sont prévus aujourd'hui, il y en a 4 qui seront en bord de mer et 2 qui seront à bouger. On ne peut pas non plus toutes les mettre en bord de mer. Donc je ne sais pas si tu participes, toi, Pascal, aux réflexions sur ce que je peux dire aujourd'hui, à la ressource. Quoi. Oui, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les 6 futurs EPR2, au-delà de Penly, Gravelines, Bugey, eh bien, ils devraient être installés sur des sites nucléaires existants. Et tous les sites nucléaires existants font l'objet d'analyses, de pesage, non seulement pour les questions de ressources en eau, mais également pour les autres sujets.
Est-ce qu'il y a le foncier suffisant pour accueillir des sites, des réacteurs supplémentaires? L'élévation du niveau de la mer quand on est sur un site bord de mer, la problématique du séisme quand on est sur des sites qui sont plus à risque sismique que d'autres. Voilà, donc il y a tout un ensemble de critères qui sont en cours d'évaluation et il n'y a pas un site qui est meilleur que les autres pour l'ensemble des critères qui sont regardés. Et donc, l'idée, c'est de peser au mieux chacun des critères, dont le critère ressources en eau, qui est un vrai critère important pour le placement des futurs EPR2 bord de rivière, de sorte que ces installations soient placées là où, en moyenne, quand on fait le barycentre de tous les critères, on est finalement, on arrive à identifier les emplacements les plus pertinents. La ressource en eau, oui, c'est un vrai critère pour les futurs EPR2 bord de rivière. Et une dernière question que je ne t'ai pas encore posée, au vu des épisodes de canicule de ces dernières années, penses-tu que des dérogations au respect d'une élévation maximale de température de l'eau en aval des centrales puissent être accordées, comme donc un arbitrage Alors, environnemental d'accord, et d'énergie? d'accord. Donc, il y a 3 niveaux dans la réglementation environnementale des centrales nucléaires. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les conditions climatiques normales. C'est le standard, comme aujourd'hui. Ensuite, un certain nombre de centrales nucléaires disposent de ce qu'on appelle des conditions climatiques exceptionnelles, c'est-à-dire que la centrale peut fonctionner avec un échauffement, enfin, ou une température aval en général supérieure au maximum de 1 degré par rapport à la limite. Comme je disais que la limite souvent c'est 28 degrés, il y a une autorisation à fonctionner entre 28 et 29 si et seulement si il y a une réquisition de la part du réseau de transport électrique pour garantir la sécurité du réseau électrique, pour éviter en gros ce qui s'est passé en Espagne, qu'on ait le réseau qui s'écroule. Vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé au printemps. Donc pour éviter une situation comme celle-là, il peut y avoir une réquisition du RTE et à ce moment-là, un maintien de la production. En général, le RTE demande très peu de puissance électrique, il demande juste qu'il y ait comment dire, un minimum de puissance pour remonter la tension au droit du CNPE sur le réseau des lignes très haute tension. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est la situation exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle, elle aurait pu arriver en 2003, elle n'était pas encore inscrite dans le Code de l'environnement, mais le ministre, en 2003, a demandé à ce que certaines centrales continuent à fonctionner alors qu'on dépassait les limites réglementaires. Et pour éviter que le ministre fasse une telle demande sans que ce soit dans un cadre du Code de l'environnement, un article a été rajouté en 2006 ou 2007, situation exceptionnelle, qui a été utilisé une seule fois en 2022 pour tout un ensemble de raisons. D'abord, il y avait la corrosion sous contrainte. Les prix de l'électricité flambaient avec le début de la guerre en Ukraine. On voulait protéger la capacité à produire avec l'hydraulique et le gaz pendant l'hiver 2022. Et donc, pour tout cet ensemble de raisons, il avait été décidé qu'il était préférable de passer en situation exceptionnelle certains réacteurs pour continuer à produire. Vous avez dans le lien Internet ce qui s'est passé en 2022. Je vous ai montré tout à l'heure ce lien qui rappelle comment les centrales ont produit à l'été 2022. Vous verrez que les centrales sont restées finalement très peu en situation exceptionnelle. Il n'y a que 2 ou 3 centrales qui sont passées en situation exceptionnelle entre 1 jour et 11 jours. 11 jours, je crois, pour la centrale de Golfech. Bien sûr, ces situations exceptionnelles, ça doit rester exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est arrivé en 2022 et ça aurait pu arriver si ça existait en 2003. Et puis je vais m'arrêter là. On travaille à éventuellement modifier nos installations ou à, voilà, pour mieux passer ces périodes de température élevée.